Alors quand enfin quelqu'un m'a regardé, vraiment regardé, quand quelqu'un a écouté, a ri, s'est attardé, j'aurais dû m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé l'instant s'installer, j'ai laissé le silence s'étirer, j'ai laissé cette proximité s'attarder une seconde de trop. Et c'est tout ce qu'il faut, vous savez. Une seconde de trop. On dit que les pires trahisons ne commencent pas par... Elles se commencent quand par un regard, un rire, un fait semblant d'être accidentel, un murmure qu'on espère que personne d'autre n'entendra. C'est ainsi que la mienne a commencé, pas dans un fracas, mais dans un souffle. Et elle me hante. Non pas parce que je ignorais la vérité, mais parce qu'une partie de moi la désire encore, retourne encore à ce moment dans ma tête, comme une blessure que je ne peux pas refermer. Cela fait 3 ans depuis cette nuit-là. Mais de temps en temps, j'entends encore sa voix. Je sens encore ses mains. Je me demande encore si je lui avais dit d'arrêter et si je l'avais vraiment pensé. L'aurait-il fait ou étais-je toujours prête à franchir cette limite dès que quelqu'un me ferait enfin me sentir vivante à nouveau? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cet espace, dans cet entre-deux, prise entre loyauté et solitude, entre ce que vous avez et ce que votre cœur déploie, alors vous savez que cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est la nôtre. Et si vous n'y êtes jamais allé, continuez d'écouter, car parfois les choses les plus dangereuses ne sont pas annoncées. Elles s'accompagnent de compréhension de ce dont vous ignoriez l'existence et qui vous rongeait. Alors restez, écoutez, car l'histoire ne se déroule pas comme vous le pensez. Abonnez-vous à Histoire du cœur dévoilé, là où le silence parle et les ombres aveuglent. Vous ne voudrez pas manquer la suite. J'étais la bonne épouse, la discrète, celle qui connaissait sa place. J'ai appris à ne pas trop en demander. Je cuisinais, je nettoyais, je veillais à ce que les enfants soient baignés, nourris, aimés. Je mémorisais sa commande de café, je repassais ses chemises, je maintenais le calme à la maison, une routine prévisible. Et en retour, j'obtenais le silence. Pas le silence paisible, celui qui remplit une pièce comme un brouillard. Lourd, pourtant ce genre de silence où l'on commence à douter de son importance. Il n'était pas cruel, il ne criait pas, il ne trompait pas, il a juste cessé d'être présent émotionnellement. Il rentrait tard, fatigué, distant, le dîner sur le feu, moi dans la cuisine. Il passait devant moi sans même voir, comme si j'étais un meuble. La nuit, nous dormions dans le même lit, mais c'était comme deux mondes différents. Il me tournait le dos, toujours, et quand je tendais la main vers lui, juste pour sentir quelque chose, il grognait et se détournait encore plus. Certaines de ces nuits, je pleurais si doucement que je m'étouffais avec mes propres larmes. Et il ne s'en apercevait jamais. Voilà qui j'étais, voilà où je vivais. Une maison impeccable, un frigo plein, 2 enfants qui m'adoraient et un homme qui ne me voyait plus. Puis vint Jordan. Il était comme un neveu pour nous, un ami de la famille. Il venait souvent quand il était petit jouer aux jeux vidéo avec notre fils, nous aider pour les courses et m'appeler tante à l'époque. Mais entre-temps, il était devenu un homme. 24 ans, grand, doux, regardant toujours les gens dans les yeux quand il parlait. Et contrairement à mon mari, il écoutait. Il remarquait les choses, il me demandait si j'avais mangé, il disait « Tu as l'air fatigué, tu dors bien ?» Il riait à mes blagues. Il restait pour m'aider à faire la vaisselle après le dîner. Rien d'inapproprié, rien de dangereux, pas encore. Juste des petites choses, des petites gentillesses qui ont commencé à devenir comme des bouées de sauvetage. Des petits moments qui me donnaient l'impression d'exister encore, en dehors des corvées et des horaires. Et lentement, si lentement que je ne m'en suis même pas rendu compte au début, ces moments ont commencé à prendre une importance démesurée. J'ai commencé à les attendre, à les anticiper, à les repasser en boucle, non pas par envie, mais par besoin. Ce n'était pas une question d'infidélité, il s'agissait d'être vu, d'être reconnu. Il entrait dans une pièce et mes muscles se crispaient, non pas par culpabilité, mais par soulagement. Car pendant ces quelques secondes, je me sentais à nouveau femme, ni fantôme, ni machine, non pas une personne autrefois aimée, juste une femme encore vivante, encore capable d'être remarquée,
C'était le début. Et avec le recul, c'était peut-être déjà trop loin. Peut-être dès l'instant où j'ai commencé à ressentir davantage de choses en 2 minutes de conversation avec Jordan qu'en 10 ans avec mon mari. C'est peut-être à ce moment-là que tout a commencé à se défaire. C'était un samedi. Froid, silencieux, la pluie tambourinait aux fenêtres comme un tambour régulier, le genre de pluie qui rend toute la maison plus lente, plus douce, plus solitaire. Les enfants étaient sortis. Mon mari était parti tôt pour une réunion dont il n'avait pas pris la peine de me parler jusqu'à la dernière minute. Alors, il n'y avait que Jordan et moi. J'étais dans la buanderie en train de plier des serviettes, encore en peignoir, les cheveux relevés, sans maquillage, juste la version de moi que personne ne voit jamais vraiment, la version défaite. Jordan entra avec une pomme à moitié, mangée à la main, s'appuya contre l'encadrement de la porte comme s'il avait toujours fait partie de cet endroit. Il ne dit rien au début, il me regarda simplement plier. Puis, soudain, il dit « Tu portes toujours ta tristesse comme un parfum épaisse, mais personne n'en parle jamais. » Je me suis figée, non pas parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais parce que je le comprenais. Exactement. Et personne ne m'avait jamais dit une chose pareille avant, pas même mon mari, surtout pas mon mari. J'ai ri nerveusement. J'ai essayé de désamorcer la situation avec une blague, mais mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la peur d'être vue. Il est entré dans la pièce, s'est assis sur le bord du sèche-linge comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et nous avons parlé de tout et de rien, de musique, du travail, de souvenirs d'enfance. Il m'a parlé d'une fille qu'il aimait et qui ne l'a jamais regardée comme il la regardait. Et quelque part entre la troisième histoire et le quatrième rire, j'ai senti quelque chose changer. Le genre de changement dont on a une sensation dans le ventre, comme quand on est penché trop au-dessus d'un précipice et qu'on le sait, mais qu'on ne recule pas. À un moment donné, il a tendu la main vers quelque chose. Je ne me souviens plus de quoi. Et nos mains se sont frôlées, mais il ne s'est pas retiré. Et moi non plus. Juste une seconde, peut-être 2, mais assez longtemps. Assez longtemps pour qu'une question silencieuse plane entre nous. Et aucun de nous n'y a répondu, pas avec des mots. Plus tard dans la nuit, je me suis glissée dans le lit à côté de mon mari. Il dormait déjà ou faisait semblant. Dans tous les cas, il me tournait le dos. Je suis restée allongée là à fixer le plafond. Rejouer cette phrase. Tu portes ta tristesse comme un parfum, il m'a vue. Pas celle que je montre au monde, pas la mère, pas la gouvernante, pas l'épouse, moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon corps était encore dans le lit, mais mon esprit était de retour dans cette buanderie, avec la pluie, le silence, et sa main qui effleurait la mienne comme une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Je savais que c'était mal. La façon dont mon estomac se nouait quand il entrait dans une pièce. La façon dont je me surprenais à regarder l'heure, me demandant s'il allait passer. La façon dont je m'attardais un peu plus longtemps devant le miroir avant de descendre. Ça a commencé tout petit. J'ai changé de shampoing, j'ai mis juste comme ça. J'ai mis ce chemisier que je n'avais pas porté depuis des années. Celui qu'il avait dit un jour m'allait à merveille alors que mon mari n'avait même pas remarqué que j'avais coupé les cheveux. Et pourtant, je me répétais que ce n'était rien. Juste de l'attention, juste de la gentillesse, juste... Je ne cherchais pas à tromper. Je cherchais juste à être remarquée. Il y a une différence, n'est-ce pas? C'est que je me répétais sans cesse que ce n'était pas ça. Ce n'était même pas une question d'amour, c'était une question de ne plus me sentir invisible. Mais même en le disant, je savais que c'était faux, parce qu'à chaque fois que mon téléphone s'allumait et que c'était lui, je le sentais. Cette petite étincelle, ce sourire secret. Au début, c'était innocent, un mème, une blague, une anecdote amusante sur les enfants. Puis ça a changé. Des messages tard dans la nuit. Je n'arrive pas à dormir. J'aimerais tellement être là. Tu penses parfois à ce que ta vie aurait été si tu avais épousé quelqu'un qui te voyait vraiment? Et je répondais à chaque fois, à chaque mot. Parce qu'au fond, j'en avais terriblement besoin. De connexion, d'affection, de présence, comme celle que j'avais avant. Celle que je pensais ne plus jamais ressentir.
Un soir, il m'a envoyé un emoji cœur, juste un, sans un mot. Et je l'ai fixé du regard pendant 10 minutes, comme si c'était une confession, comme si une porte s'ouvrait. Et je ne l'ai pas fermé. Le lendemain soir, il m'a envoyé un texto. J'aimerais tellement que tu sois à moi. Mon cœur s'est serré, mais je ne lui ai pas dit d'arrêter. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit, je suis mariée. Je n'ai pas dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Au lieu de cela, j'ai fixé le message. Et j'ai imaginé ce que ça ferait d'être à lui, d'appartenir à quelqu'un à nouveau, d'être désiré comme ça. Puis j'ai éteint le téléphone. Allongé près de mon mari, j'ai fixé le mur et j'ai murmuré dans le noir. Qu'est-ce que je fais? Mais la réponse n'est jamais venue, juste le silence. Le même silence dans lequel je vivais depuis des années. Et quelque part dans ce silence, la frontière s'est estompée. Entre le bien et le mal, entre le fantasme et le besoin, entre la loyauté et le désir. La frontière ne s'est pas seulement estompée, elle a disparu. Ce qui avait commencé comme une simple conversation est devenu de longues discussions nocturnes. Je me recroquevillais sur le canapé, le téléphone à la main, murmurant dans le noir pendant que mon mari ronflait à côté de moi. Jordan me posait des questions que plus personne ne posait. Es-tu heureuse? De quoi rêvais-tu quand tu étais plus jeune? Te souviens-tu seulement de ce que tu veux? Et je répondais. Mon Dieu, je répondais comme si ma vie entière dépendait du fait que quelqu'un m'entende. Nous nous confions des choses de ce que nous n'aurions pas dû dire, des choses trop difficiles à dire à voix haute, mais trop lourdes à garder pour nous, et puis vint cette nuit où il passa à l'improviste. Juste pour quelques minutes, dit-il, il avait oublié quelque chose qu'il avait laissé la semaine dernière, mais il est resté. Nous avons parlé dans la cuisine, la lumière tamisée, le tic-tac de l'horloge et le silence. Ce genre de silence qui retient son souffle en attente. Nos genoux se sont frôlés sous la table. Aucun de nous n'a bougé, j'ai tendu la main vers un verre. Il a fait de même, et nos mains se sont rencontrées. Il ne m'a pas lâché, pas cette fois. Et moi non plus, je l'ai regardé, vraiment regardé. Il s'est penché lentement, incertain, comme s'il attendait une permission que je n'osais pas donner avec des mots. Et puis c'est arrivé, le mien, doux, rapide, mais suffisant. J'ai haleté, non pas par peur, mais par choc de le sentir au fond de moi, dans mes tripes, dans chaque partie de moi qui s'était engourdie. Il s'est reculé, les yeux scrutant les miens. Dis-moi d'arrêter, a-t-il, dit-il. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Et avec ces 3 mots, tout que nous retenions s'est libéré. Cette nuit, la cuisine est devenue autre chose. Un lieu de confession, de libération, de trahison, de faim et de besoin, tout enveloppé en un seul instant. Ses mains savaient comment faire, d'une façon que mon mari avait oubliée. Et les miennes se souvenaient de ce que c'était que de désirer. La maison sentait encore l'eau de Cologne de mon mari. Son manteau était acréeur. Ce n'étaient pas ses bras dans lesquels je fondais. Ce n'était pas son souffle sur ma nuque. C'était Jordan. Jordan qui savait quand faire une pause, quand demander, quand simplement me serrer dans ses bras. Et moi, laisse-le faire, tout entier, sans hésitation, sans regret, pas à ce moment-là, juste de la chaleur, juste un souffle, juste le soulagement terrifiant de ressentir à nouveau. Après, nous n'avons pas parlé, nous nous sommes juste fixés du regard, sachant tous les deux que nous avions franchi une limite irréversible. Et aucun de nous n'a essayé de revenir en arrière. Ce n'était censé être qu'un simple voyage. 2 nuits, peut-être 3. Mon mari a fait sa valise, les enfants sur le front, et est parti sans moi. Aucun contact visuel, rien, juste une porte qui se ferme. J'ai regardé sa voiture s'éloigner de la fenêtre. Je n'ai rien ressenti, ni tristesse, ni soulagement, juste le silence. Plus tard dans la soirée, Jordan est passé. Il a dit qu'il voulait voir les enfants, leur apporter des goûters, leur tenir compagnie, mais je savais que nous le voulions tous les deux. Les enfants se sont endormis rapidement, film en marche, le ventre plein. Leur rire résonnait encore dans le couloir pendant que je nettoyais la cuisine.
Jordan n'est pas parti. Je ne le lui ai pas demandé. J'ai versé du vin. Il m'a aidé à remplir le lave-vaisselle. Nous avons parlé comme toujours, trop longtemps, trop près. Puis l'orage a éclaté. Une pluie battante s'abattait sur le toit. Le vent frôlait les fenêtres comme s'il voulait entrer. J'ai allumé une bougie. Les lumières vacillaient. Il a dit « Je peux rester au cas où les enfants se réveilleraient effrayés. » J'ai hoché la tête, et c'était tout. Pas de grands moments, pas de choix dramatiques, juste un accord tacite entre deux personnes qui étaient déjà allées trop loin pour faire semblant autrement. Nous nous sommes assis sur le canapé. L'espace entre nous a disparu. Et sans un mot, il m'a embrassée. Sans précipitation, sans culpabilité, comme s'il le pensait vraiment, comme s'il l'avait retenu. Mon corps a retrouvé ma peau, tout s'est éveillé, comme si tout avait dormi pendant des années. Et quelqu'un a enfin rallumé la lumière. Et lorsqu'il s'est arrêté un instant, le temps d'une respiration, j'ai murmuré ne t'arrête pas. Je le pensais vraiment. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que s'arrêter signifiait revenir à la réalité, à un mari qui ne me voyait pas, à une maison restée vide pendant des années, à une vie qui fonctionnait en pilote automatique. Je l'ai supplié de ne pas s'arrêter, parce qu'à cet instant, je me sentais entière, ni brisée, ni oubliée, ni invisible. Je me sentais désirée. Nous n'avons pas dormi, non pas faute d'essayer, mais parce que quelque chose de plus grand que l'épuisement nous retenait dans ce lit, nous retenait cette nuit-là. Et dans le calme du petit matin, je me suis réveillée, la tête posée sur la sienne. La bougie vacillait encore sur la commode, la pluie continuait de ruisseler sur le verre. Et c'est alors que je l'ai vue, mon alliance. Je l'avais sans doute enlevée. Je ne me souviens même pas de l'avoir fait, mais elle était là, sur la table de chevet, comme si elle ne m'appartenait pas, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre, à la promesse de quelqu'un d'autre. Et je l'ai juste fixée du regard, ce petit anneau d'or qui, autrefois, signifiait tout. Maintenant, il me paraissait étranger comme s'il n'avait rien à voir avec la femme que j'étais dans ce lit. La femme enlacée dans des draps qui ne retenaient pas la culpabilité, mais seulement le soulagement. Avant, je croyais que la trahison était brutale, qu'elle était accompagnée de honte et de remords. Mais parfois, elle est douce et silencieuse, comme si quelqu'un murmurait votre nom comme une prière. Et à ce moment-là, je ne me suis pas sentie comme une infidèle. Je me suis sentie comme une personne qui renaît à la vie. Le lendemain matin, le silence était pesant, pas paisible, juste vide. Ce genre de silence qui suivit quelque chose d'irréversible. Jordan me tapota l'épaule avant de partir. Il dit « Je t'envoie un texto. » J'acquiesçai, les yeux rivés au sol, et quand la porte se referma derrière lui, ce fut comme une fin, même si ce n'en était pas une. Les heures s'étirèrent. Je me déplaçais dans la maison comme une étrangère dans ma propre vie. Je lavais les draps, nettoyais la cuisine, affichais un sourire pour les enfants, mais intérieurement, je m'effondrais. Il envoya un texto ce soir-là. « Juste toi, ça va? » Je le vis. Je le fixais. Je verrouillais mon téléphone. Il envoya un autre texto le lendemain. « Tu me manques. » Je ne répondis pas. Non pas parce qu'il ne me manquait pas, mais parce que j'en avais trop fait. Et je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? La question tournait en boucle dans ma tête comme une chanson entêtante. Je pensais à l'alliance, à sa légèreté dans ma main, à son lourdeur à mon doigt maintenant qu'elle était de retour. Je ne pouvais plus regarder mon mari sans tressailler. Il ne disait rien, mais son regard était différent. Ou peut-être pas. Peut-être était-ce moi qui voyais les choses différemment maintenant. Notre routine restait la même. Dîner, télé, au lit. Mais quelque chose avait changé dans l'air. S'il en restait entre nous, c'était désormais enfoui à 2 mètres sous ma culpabilité. Jordan continuait à m'envoyer des textos pendant un moment, puis de moins en moins, puis plus du tout, jusqu'à ce qu'un jour j'ouvre Instagram et que je le vois sourire avec elle. Une fille à peu près de son âge, cheveux longs, rire éclatant, main dans la sienne, il avait l'air heureux, insouciant de ce que nous avions fait. Et je restais là, le téléphone à la main, le cœur battu dans la gorge. J'ai tout brisé pour goûter à ce qu'on me désire. Et maintenant, je n'étais plus même plus qu'un souvenir.
Il était passé à autre chose. Mais j'étais toujours là, toujours dans cette maison, toujours aux côtés d'un homme incapable de voir ce qui était mort entre nous, faisant encore semblant d'être entière. Et chaque soir, allongée dans mon lit, j'écoutais mon mari respirer à côté de moi, me demandant comment j'avais pu devenir si différente de celle que j'étais. Il y a des moments qui se rejouent dans ma tête, non pas comme des souvenirs, mais comme des avertissements. Je me surprends à repenser à cette nuit plus souvent que je ne voudrais l'admettre. La sensation de ses mains, la façon dont mon nom a sonné dans sa bouche, la façon dont mon corps a réagi comme s'il venait de se souvenir comment vivre. Je ne peux pas revenir en arrière. Et pour être honnête, une partie de moi ne le veut pas. Cette partie chuchote quand je suis seule. Elle me rappelle ce que c'était que d'être serrée dans les bras comme je l'étais, avoir de la valeur. Être comme si j'avais compté, être comme une femme, et non comme une routine. Et puis la culpabilité revient en force. Quel genre de femme suis-je?